Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la désignation de la Canadienne Michaëlle Jean à la tête de la francophonie ne fait pas l'unanimité. Pour Jean-Claude Estrac, candidat de l'île Maurice, la charte de transition n'a pas été respectée. En Côte d'Ivoire, la présidence du FPI divise ses militants. D'un côté, les partisans de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, et de l'autre, ceux de l'ex-premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, actuel président de la formation. Et puis, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, effectué le 3 décembre en Guinée équatoriale, a réservé des fortunes diverses aux têtes d'affiche de la compétition. Le groupe D, notamment, s'annonce des plus difficiles. Jean-Claude Estrac n'a toujours pas digéré sa défaite à la francophonie. Dans une conférence de presse, le candidat mauricien a remis en cause la désignation de la Canadienne Michaëlle Jean à la tête de l'organisation internationale. L'ancien ministre des Affaires étrangères de l'île Maurice va encore plus loin et évoque une trahison de Dakar. Explication avec Aminata Diak. Ce sont les chefs d'État qui décident le jour J à la fois de la personne et de la feuille de route qu'elle sera tenue d'appliquer. Comme l'ancien Premier ministre congolais Henri Lopez, tous les autres candidats au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie s'accordaient sur ce principe. Seulement, l'exaspération semble monter après la grande rencontre qui s'est tenue à Dakar au Sénégal les 29 et 30 novembre dernier et qui a vu la désignation de la Canadienne Michaëlle Jean à la tête de l'institution. Parmi les détracteurs, l'ancien ministre des Affaires étrangère de l'île Maurice, Jean-Claude Estrac, ancien candidat qui estime que la charte de l'organisation n'a pas été respectée. Le nouveau secrétaire général a été désigné et imposé par une entente diplomatique entre la France et le Sénégal. Elle s'est manifestée suite à des tractations dont la plupart des pays membres ignorent les tenants et aboutissants. Le prétexte est qu'il y avait 4 candidats africains et la candidate du Canada qui entendait se présenter. Et alors ? C'est bien pour gérer ce cas de figure que l'article 6 de la charte de l'OIF prévoit une élection. Pour certains spécialistes, le scénario de l'élection de Michaëlle Jean n'a rien d'inédit. L'organisation aurait dans le passé eu recours au consensus pour nommer son dirigeant. S'il était au fait de la procédure de nomination du secrétaire général de la francophonie, il s'apercevrait que ça s'est toujours passé de cette manière-là. En 1997, lorsqu'on a nommé le premier secrétaire Boutros Ghali, en 2002 à Beyrouth, lorsque on a choisi Abdou Diouf, ça s'est passé de la même façon, c'est-à-dire la recherche d'un consensus autour d'un candidat. Le fait qu'il n'y ait pas eu un candidat unique africain, c'était déjà un mauvais signal, mais le second mauvais signal, c'est que si on avait fait comme d'habitude, c'est-à-dire sans tenir compte du thème même de ce sommet, l'Organisation internationale de la francophonie aurait été en contradiction avec elle-même. Selon Jean-Claude Estrac, l'île Maurice a toutes les raisons de se sentir trahie puisque la candidature mauricienne a été assez largement encouragée tant par des diplomates français qu'africains. Il soutient également que tous les dirigeants politiques qu'il avait rencontrés n'ont eu de cesse d'affirmer que le poste de secrétaire général devait être occupé par un représentant des pays du Sud, un Africain s'entend dans le respect de ce qu'il appelle le pacte de Hanoï. Dissension au Front populaire ivoirien autour de la candidature de Laurent Gbagbo. L'actuel président du parti, Pascal Affi-N'Guessan, a assigné des militants en justice ce vendredi pour annuler la candidature de l'ancien chef d'État ivoirien emprisonné à La Haye à la tête du parti. Aminata Diak. Le schisme à l'intérieur du Front populaire ivoirien se dessine. Deux camps s'affrontent. Le premier soutient la candidature de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, actuellement emprisonné à La Haye à la présidence du parti. Le second se range derrière Pascal Affi-N'Guessan qui dirige le FPI depuis 2011. Ce dernier a assigné en justice le comité de contrôle du parti pour annuler la candidature de l'ex-chef de l'État. Ce comité avait validé fin novembre les candidatures de Laurent Gbagbo et d'Affi-N'Guessan malgré les réclamations de ce dernier dans une lettre déjà apportée par huissier aux instances du parti. Un huissier s'est rendu au siège du FPI vendredi après-midi pour nous apporter une assignation en justice émanant du président Affi contre les membres du comité de contrôle. Il saisit la justice nationale pour invalider la décision du comité. Je n'apprécie pas. Une telle action judiciaire souligne les divisions assez profondes que traverse le FPI. Pour certains observateurs, les dissensions au sein du FPI sont loin d'être terminées et seul l'ancien président Laurent Gbagbo pourrait apaiser les esprits. On est en train d'atteindre le point de non-retour et il y a une seule personne
qui peut régler ce problème-là. Si les responsables et les personnes du FPI ne veulent pas que la justice s'en mêle, et cette personne-là, c'est finalement Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de militants, une partie des militants qui exploitent son nom, qui disent qu'il est candidat, et Assimi Nguessan et ses partisans disent qu'il n'est pas candidat. Lorsque Laurent Gbagbo aura dit une parole claire pour dire oui, je suis candidat à Assimi Nguessan, et si en ce moment-là, Assimi Nguessan l'affronte, on dira oui, il y a problème. Mais aujourd'hui, aucun indice ne permet de façon indiscutable à Assimi Nguessan d'être convaincu que Laurent Gbagbo est candidat. Selon Alphonse Douati, 80% des votants soutiendront Laurent Gbagbo au prochain congrès prévu du 12 au 14 décembre 2014. Une déclaration qui s'appuie sur l'expérience du parti qui a continué à fonctionner malgré la mise aux arrêts de Pascal Affi N'Guessan pendant 2 ans et la détention de Laurent Gbagbo à La Haye suite à la crise post-électorale de 2010-2011. Et parallèlement, des dissensions s'annoncent également au sein du PDCI, alors que le leader du parti, Henri Konan Bédié, s'était prononcé en septembre pour un ralliement à un candidat unique en la personne d'Alassane Ouattara lors de la prochaine élection présidentielle. 2 membres du parti se sont déclarés candidats au nom du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ce vendredi. Il s'agit de l'ancien ministre Essi Amara et de Kouadio Konan Bertin. Au Cap-Vert, la privatisation des entreprises se poursuit. Le pays connaît un succès socio-économique remarquable, notamment grâce aux nombreuses réformes engagées par le gouvernement. Mais beaucoup reste à faire pour garantir une croissance pérenne. Marina Vanier. La privatisation se poursuit au Cap-Vert. Le gouvernement a décidé de céder ce dimanche 2 décembre ses actions aux employés de l'entreprise d'assurance Garantia Seguros. Il s'agit de 4 821 parts, estimées à près de 6 000 escudos. Cette opération devrait mobiliser près de 29 millions d'escudos, soit environ 331 000 $. Une opération qui fait suite à de nombreuses réformes entamées sur l'archipel à la stabilité remarquable. Depuis 2003, nous avons développé une stratégie qui a pour but de transformer en profondeur le contexte socio-économique du Cap-Vert. Nous avons par exemple baissé la fiscalité pour les entreprises comme pour les particuliers, mais nous avons dans le même temps étendu l'impôt au maximum pour que tout le monde ait l'impression de contribuer à la marche du pays. Cette action publique s'inscrit dans un vaste programme visant à réduire le capital de l'État dans les entreprises. Un processus entamé depuis 1998 avec la création d'un comité de privatisation et de la Bourse du Cap-Vert. Nous avons relancé le processus avec la Banco Commercial d'Ouatlantique où nous avons cédé nos 10% de capital. Nous envisageons de poursuivre avec d'autres entreprises telles que la Société nationale des hydrocarbures et des lubrifiants ou encore les entreprises Promotora, Atlantic Tuna et l'Hôtel Atlantico. Le Cap-Vert est l'un des pays cités pour sa stabilité économique. Des efforts restent toutefois à faire. La Bourse du Cap-Vert comptant à ce jour 4 entreprises avec des volumes d'échanges à améliorer. Du sport à présent, la Coupe d'Afrique des Nations 2015 se déroulera du 17 janvier au 8 février. À focus sur le groupe D, celui que de nombreux observateurs qualifient de groupe de la mort. Jean-Célestin Ediangué et Aminata Diak. À Malabo, les éléphants de Côte d'Ivoire, les lions indomptables du Cameroun, les aigles du Mali et le Style national de Guinée évolueront dans le groupe D que l'on qualifie déjà de groupe de la mort de la CAN 2015, tant il paraît à première vue très équilibré. Les lions indomptables ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 4 reprises, en 1984, 1988, 2000 et 2002. Ils ont terminé au total 7 fois sur le podium. La Côte d'Ivoire a remporté cette même compétition en 1992, compte plus d'une vingtaine de qualifications pour la phase finale et 7 podiums. Les 2 équipes de Côte d'Ivoire et du Cameroun qui se sont affrontées lors des éliminatoires de la CAN 2015 ont chacune les raisons d'y croire. Il faut bien se préparer. La Côte d'Ivoire a les moyens de se qualifier pour les quarts de finale si elle est à son meilleur niveau, parce que les adversaires sont de grande qualité. Si je devais vous donner un qualificatif, c'est difficile.
Après, la bonne nouvelle, c'est de jouer à Malabo. Je pense que c'est une excellente nouvelle. De leur côté, les jeunes Maliens et Guinéens vont aborder la compétition sans le moindre complexe. Seydou Keïta et ses coéquipiers ont certes du respect pour leurs adversaires, mais entendent vendre chèrement leur peau en dépit de la difficulté de la tâche. Nous, on n'était pas gâtés dans le tirage. On a rentré dans les groupes avec des équipes de qualité. Surtout, on pense la Côte d'Ivoire, on pense Cameroun et aussi la Guinée-Conakry. Je crois que ce groupe, il est bien au niveau de la qualité des équipes, c'est bien équilibré. Je crois que tout le monde a chance de se qualifier dans ce groupe. Et puis, vous savez, nous, on va venir ici pour défendre vraiment le football malien. 51e au classement FIFA de juillet 2014, le Sidi national apparaît comme le petit pousset de ce groupe D. La sélection guinéenne compte tout de même une dizaine de participations à la phase finale de la CAN, avec en prime une place de finaliste en 1976, c'était en Éthiopie. De quoi nourrir de légitimes ambitions dans ce groupe D de la CAN 2015 qui se déroulera du 17 janvier au 8 février en Guinée équatoriale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.